souvent quand on pense aux Américains, on dit ouais, tout est awesome. C'est un peu trop, ok, mais moi-même, je trouve que c'est trop. Mais il y a une espèce quand même de culture anglo-saxonne où tout est faisable. Donc chez NetApp, on arrive à avoir à la fois cet aspect focus des équipes, où ils se sentent vraiment impliqués, et à la fois cet aspect bienveillance qui fait que les gens restent chez NetApp. Pour te donner un chiffre, moi j'ai plus de la moitié de mon équipe qui a plus de 10 ans d'ancienneté. Moi, je dis souvent never lose alone. On est toujours confronté à des difficultés, il y a toujours des échecs. Mais en revanche, ce que j'ai appris, c'est que quand tu es en situation de difficulté, il faut tout de suite appeler à l'aide. Et d'un seul coup, tu vas voir que les portes s'ouvrent. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, je suis en compagnie aujourd'hui de Philippe Charpentier, qui est directeur technique de NetApp France. Merci Philippe d'être venu aujourd'hui sur une journée un peu chargée. On aura l'occasion de... Bon, je crois que tu as pas mal de journées chargées. Oui, bon, un peu comme tout le monde dans ces métiers-là. Donc, merci Pierre de m'inviter, évidemment. Je suis très content d'être là. Ouais, et merci d'avoir réussi à te libérer, notamment sur une des journées où c'est un peu l'une des grands-messes de NetApp avec l'événement Insight. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus dans le podcast, parce que ça fait partie de ton rôle aussi. Mais avant de revenir sur NetApp, est-ce que tu peux revenir sur certaines étapes de ton parcours ? Évidemment, avec plaisir. Donc moi j'ai comme beaucoup des autres personnes que tu as interviewées, j'ai un profil typique d'informaticien, c'en est presque barbant, hein. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait ma prépa, j'ai commencé à vouloir travailler, il y a l'armée qui m'est tombée dessus, j'ai essayé de trouver des alternatives, du coup c'est ça, hein, j'ai allongé mes études pour repousser, donc je suis allé en Espagne, j'ai étudié en Espagne, j'ai fait de la robotique, après je me suis fait rattraper par la patrouille, il a fallu que je fasse mon service. Je suis parti en Angleterre en me disant je vais faire de la coopération et ça s'est très mal passé. J'ai réussi à me faire exempter dans toute une histoire que je passerai ici. Et du coup, je me suis retrouvé. Non, mais comment t'as fait ? Donc, ok. Je suis arrivé dans une boîte française à Londres qui prenait des coopérants et qui prenait en général une dizaine de coopérants. Sauf qu'elle n'avait qu'un seul poste de coopérant. Et donc, toutes les 9 autres personnes se retrouvaient sur des postes, donc c'était une SS2I, et donc elle marchait comme ça, c'est-à-dire qu'elle réussissait à faire venir des ingénieurs qui se faisaient rappeler sur les drapeaux. Et du coup, cette société faisait des CDI français, alors qu'on était en Angleterre pour travailler, pour allonger les études, et en partie, elle faisait également d'autres dossiers de coopérants. Et donc moi, au bout d'un an, j'avais ni poste de coopérant et j'étais rappelé sous les drapeaux en tant que fantassin. Et donc, quand j'étais jeune, j'ai eu des problèmes aux genoux, alors que je suis deuxième série au tennis, hein, donc j'ai aucun problème. Mais je suis allé voir un médecin du consulat qui m'a dit non, mais de toute façon, moi je réforme personne parce que c'est comme ça, j'en ai assez des gens qui veulent passer à travers les mailles du filet. Et je lui ai présenté une ordonnance d'un spécialiste que j'avais eu 15 ans auparavant qui disait que je ne pouvais pas porter de charge lourde, que je ne pouvais pas monter des escaliers, que je pouvais d'autant plus ne pas faire de course. Donc c'était toute une histoire, mais j'ai réussi à en échapper. Néanmoins, mon expérience là-bas a été fantastique parce que j'ai fait du développement. Donc tous les interviews que tu as pu avoir, j'ai eu exactement les mêmes sujets. Alors à l'époque, c'était du Power Builder, du Perl, du Java, tout plein de langages très divers. Mais du coup, ça me permet au moins de bien comprendre les problématiques. Power Builder, on n'en voit plus trop, quoi. Non, ça, j'ai bien compris. Bon, alors maintenant, il y a du PHP, il y a du JavaScript, il y a des trucs comme ça. Il y a plein de stacks très différentes, mais... non, mais donc néanmoins ça m'a appris à bien appréhender les architectures de développement avec déjà en termes d'architecture technique, hein, les architectures 3 tiers avec des frontaux, des serveurs d'application, de la base de données, des choses comme ça, mais aussi tous les mécanismes de développement où on va faire du test dev dans tous les sens avant de mettre en production et on parlait déjà d'agilité à l'époque, même si c'était pas forcément la méthode agile. Et du coup, tu es resté à Londres combien de temps ? Donc je suis resté 1 an à Londres jusqu'à ce que j'ai mon exemption. Et à l'époque, alors pour la petite histoire, j'ai quand même eu un poste de coopération, mais pas dans la boîte où laquelle je devais aller. Et donc je devais partir au Mexique.
parce que je parlais espagnol, puisque j'avais fait des études en Espagne. Et donc, je me dis, génial, je vais partir au Mexique. Et là, j'en parle à ma copine du moment, qui est devenue ma future femme, hein, qui m'a dit, bah, écoute, si tu pars au Mexique, c'est fini. Et donc, voilà, j'ai suivi la voie du cœur et je suis revenu en France et j'ai commencé à chercher du travail en France. Et donc, c'est assez rigolo parce que je pense que j'étais pas un mauvais développeur. J'arrivais à développer vite et j'avais pas mal d'idées, et donc ça plaisait pas mal. J'étais assez innovant, hein, comme profil de développeur. Mais en revanche, ce que j'aimais pas du tout, c'est que j'étais devant mon écran toute la journée. Et comme tu peux le voir là, ça fait effectivement partie du métier de développeur. Ouais, mais comme tu peux le voir, j'aime bien parler. Et j'aime bien parler à des gens surtout. Et donc forcément, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire avec mes défauts. Et il y a quelqu'un qui me dit, bah écoute, t'as qu'à essayer de faire de l'avant-vente, c'est un super métier, tu parles à des gens tout le temps, tu leur racontes ce que tu veux. Je dis, l'avant-vente, c'est quoi? En gros, tu représentes une société et puis tu t'expliques techniquement à des prospects ou à des clients ce que tu peux faire avec tes technos et ce qu'elles peuvent leur apporter et les problèmes qu'elles peuvent résoudre. Je dis, ok, c'est pas mal, que je vais regarder. Donc je suis rentré en France, c'était les années 2000. Bon, il y avait du travail. C'est un pote qui te dit ça? C'est un collègue français, parce que comme la société prenait plusieurs coopérants, et moi j'avais pas eu de poste de coopérant, mais lui en avait eu un. Donc lui, il faisait la même chose que moi, il était coopérant, et donc lui aussi allait finir sa coopération, et lui, il avait entendu, je sais pas, il avait peut-être eu plus de curiosité que moi sur le sujet, et donc c'est quelqu'un qui faisait du développeur. D'ailleurs, je sais pas si je peux peut-être citer son nom, il s'appelle Jérôme Bourreau, il était chez WSNCF. Exactement, il était patron, je pense, de la prod chez WSNCF, ou même peut-être patron du dev. Ouais, il a bien décollé après. Et là, je crois qu'il travaille dans le healthcare, Anamnèse ou quelque chose comme ça, une société. D'accord. Mais j'ai complètement perdu de vue, mais bon, s'il écoute. C'est la suite, une bonne partie de ta carrière, tu lui dois cette discussion. C'est un petit peu ça, oui, tout à fait. Et donc voilà, donc je reviens en France, et là, je cherche avant-vente. Bon, voilà, et je passe plein d'entretiens. À l'époque, c'était les années 2000, donc il y avait énormément de travail dans l'informatique. Dès que j'allais passer un entretien, on voulait me prendre comme développeur. Et il se trouve que j'ai vraiment tapé dans l'œil du CEO de l'époque, du patron France de l'époque de Novell. Novell, c'était un acteur majeur de l'informatique. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent. Moi, j'ai les cheveux gris, donc c'est facile. Donc, le système d'exploitation NetWare, le file and print partagé, bon, c'était absolument gigantesque, un leader mondial. Et ils me prennent comme avant-vente parce que justement j'avais des compétences en Java, en Perl, en base de données et en serveur web. C'était le début pour Novell en tout cas des plateformes applicatives avec des serveurs web. C'était nouveau pour eux et donc ils n'avaient pas de compétences. Et j'arrivais comme le petit genou qui arrivait avec les nouvelles techno embarquées. Et donc j'ai pu aller défendre les couleurs de Novell chez les clients en parlant de toutes les nouveautés technologiques de l'époque. Ok. Donc c'est poste de technico-commercial, avant-vente. Exactement. Et tu y restes combien de temps? Donc j'y reste 4 ans. Et là, je voyais bien que je n'avais pas énormément de possibilités d'évolution parce que le portfolio était super large. Donc moi, étant assez curieux, je touchais un peu à tout. Et ensuite, j'ai été potentiellement chassé. À l'époque, ça se faisait beaucoup pour rejoindre. Ça continue. Hein. Ouais, ouais. Mais ça, je suis surpris, moi, parce que même à mon poste, je suis chassé. Donc, mes équipes, on parlera tout à l'heure si tu veux du recrutement, mais je sais qu'elles se font chasser systématiquement. Et donc, c'est un vrai sujet fondamental pour moi qui est comment je fais en sorte que mes équipes, elles travaillent bien, mais elles soient surtout heureuses quand elles travaillent. Je reviens sur le sujet. Du coup, c'est quoi tes tips de fidélisation, de faire en sorte que les gens soient bien? Alors, il y a plein de choses. Moi, j'aime bien quand les personnes sont owners, vraiment sont responsables de leur travail, dans le sens où c'est pas juste de l'exécution. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu donnes une responsabilité à quelqu'un, il a la responsabilité de bout en bout. Et du coup, c'est très satisfaisant quand tu arrives à la fin de ton travail. Par exemple, je sais pas moi, tu donnes un périmètre, imaginons en avant-vente, tu donnes un avant-vente à périmètre en termes de nombre de clients, il a tout un travail de fond à faire pour connaître ses clients, connaître l'écosystème autour de ses clients, les partenaires, les intégrateurs, les différentes priorités du client, les problèmes qu'on sait résoudre. Et donc, il a tout un travail de fond à faire pour
pour connaître son client et puis finalement vendre, hein, c'est ça l'objectif. Et donc le voir s'épanouir sur justement une atteinte d'objectif qu'il a mené lui de bout en bout, je pense que ça joue beaucoup dans la motivation qu'on va avoir sur le rôle d'avant-vente. Ça, c'est un point important pour moi, mais de manière plus générale, je pense que la culture aussi d'une entreprise joue énormément. Donc, la suite de mon parcours, moi, j'ai surtout fait des sociétés qui étaient en hypercroissance, des boîtes américaines qui s'implantaient en France et qui développaient leur marché très vite avec des croissances à 30, 40, 60% par an. Et là, il y a une vraie tension sur le chiffre, une vraie tension sur l'activité. C'est une constante qu'on va retrouver dans ton parcours. En fait. Ah oui, systématiquement. Et tu vois, par exemple, là aujourd'hui, je suis chez Netap et la culture d'entreprise, la boîte, elle a 30 ans, elle innove comme pas possible avec des sujets incroyables dans le cloud, notamment des trucs qu'on est les seuls à savoir faire. Mais on a une espèce de sérénité au travail, une espèce de bienveillance qui est drivée d'ailleurs par Guillaume Delanchir que tu connais, hein, qui nous a présenté. J'ai oublié de commencer par ça dans le podcast. C'est lui qui nous a mis en relation et on le salue. Oui, voilà, bonjour Guillaume. Et vraiment, c'est insufflé déjà à sa tête, mais même à la tête de Netap. Le CEO de Netap, c'est George Kurian. Et pour lui, le bien-être au travail, c'est un de ses axes majeurs. Et le leitmotiv de Guillaume, c'est de dire, de toute façon, si on veut délivrer, si on veut avoir du succès, il faut que les gens se sentent bien, et sinon on n'y arrivera pas. Et donc je suis complètement, après on est aligné ou pas avec ce concept, mais moi je suis pour justement avoir vécu aussi dans des environnements où quand on fait de l'hypercroissance avec des grosses tensions, des sociétés américaines, on est très très peu nombreux en Europe et on doit délivrer beaucoup d'activités et de ventes. On a une tension permanente qui est pas forcément saine et sur laquelle donc il y a beaucoup plus de turnover. Okay. Donc chez Netap, on arrive à avoir à la fois cet aspect focus des équipes qui sont vraiment impliquées, qui pour moi est un élément important, et à la fois cet aspect bienveillance qui fait que les gens restent chez Netap. Sont dans des conditions exactement. Qui stabilisent. Pour te donner un chiffre, moi j'ai plus de la moitié de mon équipe qui a plus de 10 ans d'ancienneté. Ah ouais? Oui, et dans l'IT, c'est pas souvent que c'est comme ça. Hein. Pas que dans l'IT, je pense, mais oui, effectivement, dans l'IT, ça commence. Oui, c'est rare, ouais. Ouais. Et encore une fois, je le vois hein, dans comment les équipes travaillent entre elles. Ils sont devenus. Nous sommes des amis. Alors évidemment, on est des collègues, il n'y a pas de doute, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui font des tas de trucs ensemble le week-end, qui partent en vacances ensemble, etc. Et il y a cette notion, et encore une fois, c'est assez récent que je suis chez Netap, ça fait 1 an et demi, et je trouve que ce que Netap a réussi à faire, c'est magnifique. C'est magnifique et je comprends pourquoi les gens restent aussi longtemps, parce qu'il y a une vraie bienveillance, un vrai bonheur de travailler chez Netap. Voilà, et du coup, ça m'amène une petite question. Tu disais ton équipe, il y en a une grosse partie qui est un peu historique, qui est très sachante sur le produit, beaucoup. Enfin voilà, est-ce que toi, quand finalement tu étais là depuis moins longtemps, pas de problème de légitimité, ça crée pas de problème au démarrage, ou est-ce que tu as les 100 jours de bienveillance, ou comment ça se passe? C'est marrant que tu dises ça parce que donc moi historiquement je suis très technique et quand je suis arrivé évidemment la pression que moi je me suis mis dessus c'est de monter en compétence très très vite sur les produits et de montrer que j'étais capable de rattraper quelque part ce retard, et je pense que là-dessus j'ai fait une erreur parce que c'est pas du tout là-dessus qu'on m'attendait donc je pense que en tant que directeur technique, t'as pas à être l'expert du truc, quoi. Pas surtout. C'est pas là-dessus qu'on te. Ouais. Je pense que donc évidemment, faut pas que je sois une bille techniquement, sinon ça le fait pas. Mais alors, on va parler peut-être un peu plus de Netap du coup, mais quand on regarde la direction que prend Netap, il y a 4-5 ans, le patron de Netap, donc George Kurian, a fait le choix. Presque à contre-courant, de considérer les cloud providers publics, donc AWS, GCP, Azure, comme des catalyseurs de nouveaux marchés. Et donc l'idée, ça a été de dire, ok, ces grands acteurs vont capitaliser et capter plutôt tout un volume de stockage
et donc être concurrent de nous. On est acteur dans le stockage en premier lieu. Mais plutôt que de se considérer comme concurrent, on va se considérer comme accompagnateur. Et du coup, on a depuis 4-5 ans investi énormément sur la facilité qu'on va mettre en œuvre pour que nos clients puissent faire des move to cloud faciles. Et donc ça veut dire des développements spécifiques. Vous avez pivoté un peu d'activité Complètement, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir, en gros, l'activité historique d'une étape, c'est des baies de stockage qui font du NAS, qui font du filer, qui font du stockage avec de la très haute disponibilité, de la très haute performance, etc. Mais c'est très orienté on-premise, historiquement, on-premises. Et donc depuis 4-5 ans, il y a eu un virement complet de direction où on s'est mis à faire d'énormes développements dans le cloud. Et donc ça veut dire qu'en gros, on va retrouver les mêmes environnements qui sont on-premise, mais directement dans le cloud. Et ça apporte énormément de souplesse sur tout ce qui est migration de données, réplication, backup, tiering dans le cloud. Ou tout ce qui est simplement facilité à optimiser les ressources qu'on va avoir on-prem par rapport à un cloud. Un exemple typique, c'est un client qui va avoir 10, 15, 20 data centers, ça lui coûte très cher, il veut réduire la facture, il veut diviser par 2 son nombre de data centers, il n'a pas 15 000 endroits où il peut le faire, donc il peut faire de la consolidation, mais il peut aussi utiliser le cloud. Donc du coup, décharger un certain nombre de ces workloads existants dans le cloud, et donc nous, on va l'aider à faire ces migrations. Après, il y a plein d'autres exemples, mais tu vois, par exemple, là, on parlait d'événements, de trucs qu'on fait en ce moment. Là, on a fait, il y a 2 jours, c'était au Mans, il y a eu une espèce d'exhibition de formules électriques. C'est les courses de voitures. Et donc là, c'est les Formule E, on est sponsor de Porsche, donc on a pu inviter quelques clients. Et en fait, l'architecture technique qui est mise en œuvre pour ces formules électriques est super simple. C'est-à-dire que les voitures, elles remontent pendant la course énormément de données. Ces données, elles sont envoyées dans Azure. Les data scientists qui à l'époque devaient aller sur chacun des sites en même temps que les courses pour analyser les données, ils restent bien au chaud en Allemagne. Ils analysent les données en temps réel. Les données redescendent sur Azure qui redescendent sur la voiture. Et tout ça quasiment en temps réel, avec des technologies NetApp qui permettent donc de synchroniser les données, de les mettre en espèce de cache rapide et qui permet donc de rendre le flux tout, vraiment très simple. Et ça, c'est encore plus important quand on est entre les courses. Parce que historiquement, les données, elles étaient dans le paddock, elles partaient avec le camion jusqu'à la prochaine course. Ben non, là, elles sont dans le cloud. Et donc, les data scientists, d'un seul coup, ils peuvent attaquer les données et faire toutes les... Donc, ils ont développé des jumeaux numériques pour la voiture, pour pouvoir faire des analyses et détecter comment, effectivement, oui ou non, en changeant tel et tel indicateur, on va réussir à optimiser la voiture. Et puis, je ne te parle même pas de la consommation de la batterie électrique, qui, quand tu vois les voitures passer à la ligne d'arrivée, elles sont toutes à zéro de batterie tout est optimisé pour que le moindre kilowatt soit utilisé pour la course, et c'est incroyable à voir. C'est l'informatique a pris le pas complètement sur l'automobile. Et après, l'aspect intéressant, tu me dis si je parle trop, hein, mais c'est que après, évidemment, toutes ces innovations qui sont mises sur les formules électriques de course, elles vont être déclinées sur les formules commerciales. Et c'est là où finalement tu vois que la Formule 1 ou les autres amènent des innovations qui sont directement exploitables après au niveau du commerce. Voilà. Donc après il y a des histoires comme ça, j'en ai 50 à te raconter. Hein. Ok, preneur de quelques autres histoires comme ça tout à l'heure, ou aussi tu en as un autre exemple sympa. Ouais, après, alors on a bien parlé de Formule 1 parce que c'est souvent performant, mais on a avec Alpine, c'est un peu le même sujet, où là on n'est pas en formule électrique, on est en formule donc avec des moteurs thermiques, et on a appelé les mêmes mécanismes. C'est pas les mêmes architectures techniques derrière, donc là il faudra un peu plus de temps pour que je t'explique, mais c'est passionnant de voir effectivement que les facilités qu'on peut apporter à différents types de problèmes. Pourquoi pas la même architecture technique ? Parce que alors il n'y a pas vraiment de raison particulière, si ce n'est que les choix qui ont été faits initialement ont été beaucoup plus... la formule électrique c'est récent, donc c'est les dernières les derniers types de produits qu'on va utiliser, alors que les formules thermiques c'est plus ancien, donc ça va s'appuyer, c'est encore de l'Azure, mais c'est sur des systèmes de fichiers spécifiques qui s'appellent ANF, Azure NetApp File, et puis avec des mécanismes de réplication qui sont très différents des systèmes de caching qu'on utilise sur Porsche. Là c'est vraiment purement de la réplication de données.
Donc bon, à la limite, c'est pas très intéressant les détails techniques, mais oui, il y a différents choix qui peuvent se faire suivant ce qu'on veut faire. Voilà. Ok, alors du coup, je refais un petit backward. Ce que tu disais, une des constantes que tu as eues dans ta carrière, c'est tu as choisi des boîtes et tu es resté souvent longtemps dans des boîtes forte croissance. Mm-hmm. Justement, c'est un choix, c'était conscient, c'est ce qui te motive. Ouais, moi, clairement, moi j'aime bien quand c'est dynamique, quand ça va vite. J'aime bien travailler. Moi, malheureusement, c'est un de mes problèmes. Il faut que j'arrête. Mais et donc, quand on rejoint une société américaine, quand elle est au début de son implémentation en Europe, c'est une deuxième de tes constantes, je crois. Oui, ou pas loin, quoi. Oui, c'est des boîtes souvent étrangères ou américaines, d'ailleurs. Non, mais systématiquement américaines. Il n'y a qu'une fois où j'ai travaillé pour une société française et puis j'ai pas réussi à m'adapter à la culture. Voilà, on va dire en très court. Qu'est-ce qui te plaît dans la culture américaine? C'est quoi que tu as vu comme différence? Qu'est-ce qui t'a déplu dans d'autres cultures? Ouais, alors, c'est pas facile à dire, alors, parce que souvent, quand on pense aux Américains, on dit ouais, tout est awesome, tout est génial, tout est fantastique, et c'est un peu trop, ok, mais moi-même, je trouve que c'est trop. Mais il y a une espèce quand même de culture anglo-saxonne où tout est faisable. Et je trouve que si on veut faire quelque chose d'incroyable pour un client, on va toujours trouver un levier. Si on arrive à justifier, c'est-à-dire que je sais pas, on a un client, on sait qu'on a un projet, je dis n'importe quoi, je dis n'importe quel chiffre, un projet à 10 millions, et que pour ça, il y a des gros besoins de développement et que voilà, l'Américain j'ai l'impression qu'il sera plus prêt à prendre le risque voilà, après j'ai une expérience très courte, mais que le français qui va être beaucoup plus à regarder ses capacités d'investissement. C'est une culture d'ingénieur en France, hein, où tout doit être je suis bien placé pour savoir. Ouais, exactement, les risques sont calculés. Il y a on fait très attention à comment on fait les investissements. Si on doit investir sur des people, on va faire attention au profil. C'est-à-dire que si on tombe sur une perle rare mais qui va coûter très très cher, un Américain il va dire banco, j'investis. Le Français il va dire non, vous êtes trop cher, soit vous baissez votre salaire, soit je prends quelqu'un d'autre. Et c'est un peu l'impression que ça me donne. Après, je ne sais pas si c'est vérifié, mais en tout cas, ce que j'aime dans les cultures américaines, en tout cas des boîtes américaines, c'est qu'on y va, quoi. On y va, on se met pas de barrière. Il y a des choses à faire et s'il faut adapter les produits, on les adapte dès lors qu'il y a un business case derrière. En revanche, c'est très concret, c'est très pragmatique, exactement. Il y a une culture. Est-ce qu'il y a une culture du fail fast également qui est très développée? Ouais, fail fast, évidemment. Alors, il y a même, ça fait partie de mes différentes phrases là, typiques. Moi, je dis souvent never lose alone. Never lose alone. Ouais. C'est-à-dire que quand on est toujours confronté à des difficultés, il y a toujours des échecs. Hein. J'en ai eu plein. Par milliers. Mais en revanche, ce que j'ai appris, c'est que quand tu es en situation de difficulté, il faut tout de suite appeler à l'aide. Et d'un seul coup, tu vas voir que les portes s'ouvrent. En tout cas, c'est ce que j'essaie de répéter à mes équipes régulièrement. C'est never lose alone. Si tu es coincé, faut que ton boss il soit il soit aussi il sente le même problème et que voilà si vraiment il y a un business case encore une fois où il faut trouver une solution, on va la trouver. Et bien sûr, on peut perdre, ça arrive très souvent, mais au moins on n'est pas tout seul dans son échec et on se sent soutenu, et donc, etc. Ça fait partie aussi de la culture qui va avec. Ok, là, du coup, je crois qu'on aura bien compris ce que tu trouves assez sympa. Il y a d'autres choses que tu mets en avant sur les cultures de boîtes américaines ou c'est à peu près bien... Après, moi, les expériences, c'était des expériences assez longues. Donc, j'ai passé, alors que 4 ans chez Novell, mais 7 ans chez une boîte qui s'appelle Altiris, qui s'est fait racheter par Symantec. Puis après, j'ai fait 10 ans dans une boîte qui s'appelait VCE, qui s'est fait racheter par EMC, puis par Dell. Et donc, c'était des petites structures. Donc, je peux pas généraliser non plus. Hein, je donne mon expérience. Mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, c'était des expériences avec des grosses croissances, avec beaucoup de travail, beaucoup de voyages aussi. Chez VCE, j'ai été embauché pour m'occuper de la France.
On était un groupe à se faire embaucher en même temps. Finalement, je me suis occupé de l'Afrique parce que c'était là où il y avait. Oui, non, mais incroyable. Et puis, d'un seul coup, il y a eu des besoins en Arabie Saoudite. Bon, je me suis retrouvé en Arabie Saoudite et puis en Pologne et je suis allé en Pologne. Donc, évidemment, qu'on n'est pas très nombreux sur un territoire, on se retrouve à faire de tout et n'importe quoi et avec des échecs évidemment, mais également aussi pas mal de succès. Et puis, c'est ça qui est valorisant, c'est quand on commence en partant de rien, à développer des choses, à trouver des solutions à des clients et à résoudre des vrais problèmes. Juste pour une petite anecdote, mais en Afrique, un des problèmes pour l'informatique, c'est qu'il y a peu de compétences. Les compétences, en général, c'est des compétences étrangères, donc européennes, américaines, qui viennent et qui s'en vont. Et du coup, quand on veut faire un projet, construire un data center en Afrique, c'est tout de suite très compliqué parce que déjà, il y a le bâtiment, mais après, lorsqu'il faut faire l'architecture, etc., il va y avoir une personne qui va venir qui va faire l'architecture, puis finalement, elle va s'en aller. Donc, il faut reprendre quelqu'un d'autre qui va avoir d'autres idées, et puis donc, le projet n'avance pas. Et donc, à l'époque, ce que moi, je vendais, c'était des infrastructures clés en main, tout en un, où tu as le stockage, le serveur, le réseau, la couche de virtualisation, les applications qui sont préchargées, et on construit ça en usine, et on livre le tout. Ça s'appelait les infrastructures convergées à l'époque. Ça, on s'y attendait pas, mais c'est en Afrique qu'on a eu la première traction, parce qu'il y avait ce besoin-là. En France, il y a plein d'ingénieurs, je l'ai dit. Donc les mecs, ils vont faire leur projet de bout en bout, et ils ont moins besoin de ce type d'offre clé en main. Ouais, d'offre clé en main. Donc voilà, puis donc là-dessus, tu as évidemment des besoins de compétences très techniques, parce que ça touche à... Tu vas t'adresser aussi bien à des experts réseau, des experts stockage, des experts virtualisation, des experts applicatifs, SAP, Oracle, Epic, j'en passais des meilleurs. Et donc, c'est aussi ça qui est difficile. Donc, moi, j'ai un métier de CTO qui est complètement différent de ce que tu as eu auparavant. C'est que moi, mon rôle, c'est d'être curieux sur tout, mais de pas forcément être spécialisé sur tout. Et donc, tout ce qui est stack logiciel, je ne connais pas grand-chose, très franchement, à part mes premières expériences. En revanche, il y a plein de sujets sur lesquels je pense que j'ai pu creuser. Tu vois, tu peux me parler de Sysmic, par exemple. Il y a des applications spécifiques sur Sysmic qui ont des besoins très spécifiques en termes d'infrastructure. Et donc, c'est génial de découvrir ça. Parce que du coup, revenons sur ton rôle à NetApp. Du coup, si on décline un peu les différentes casquettes et qu'est-ce que peut vouloir dire aussi directeur technique chez NetApp ou chez certains éditeurs. C'est quoi tes casquettes, ton rôle, tes compétences? Je pense que mon premier rôle, vraiment là, en tant que directeur technique ou de CTO, c'est un rôle de vulgarisateur. C'est-à-dire, c'est l'infrastructure, qu'elle soit dans le cloud ou en premises, c'est vraiment des concepts très compliqué, on peut très vite rentrer dans des détails très compliqués. Donc moi l'idée c'est de vulgariser, des besoins de redondance, des besoins de PRA, des besoins de consolidation, de réduction de coûts, de sécurité, de protection contre le ransomware, de vulgariser des sujets divers et variés. Tu vulgarises auprès de qui et pour qui? Donc je vulgarise auprès de gens comme toi, de ceux qui nous écoutent, peut-être. Je vulgarise auprès de journalistes, auprès de clients évidemment. Non, j'aurais dû commencer par là. Moi, mon rôle premier, c'est de vulgariser auprès des clients, des partenaires également, parce qu'on a un modèle de vente indirect et donc effectivement c'est très important que nos partenaires adhèrent à nos messages. Donc je dirais que ça c'est le premier rôle. Mais après évidemment, dans ma responsabilité, j'ai tout ce qui va sortir d'une étape en termes d'architecture technique, en termes de réponse à appel d'offres, en termes de propositions de services, tout ça, de support même. Hein. Je vais avoir un rôle de centralisateur où je suis responsable finalement Quand il y a un dossier, une réponse à appel d'offres que vous envoyez à un client, toi tu reviews quoi. À chaque fois, tu es reviewer. Alors, non. Non, c'est pas ça. Si, je devrais potentiellement, mais je le fais pas. Mais non, en fait, on est quand même une grande équipe, donc je fais confiance aux équipes aussi. Mais dans ma responsabilité, oui, s'il y a des bêtises dans la réponse, finalement, ça va revenir vers moi. Hein. Ça fait si on doit gérer des problèmes parce on s'est engagé sur des fonctionnalités dans un appel d'offres et qu'elles ne sont pas, ça va évidemment. Tu vas en entendre parler, quoi. Ah oui, ça c'est je vais même dans les premiers à en entendre parler, oui, évidemment. Non, après, il y a d'autres casquettes. Hein, dans mon rôle, évidemment,
je suis très tourné aussi vers l'interne, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de m'assurer que les équipes donc que les équipes techniques sont en mesure d'exécuter et de délivrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme la plupart des sociétés, y compris les sociétés américaines, il y a des équipes commerciales qui vont s'appuyer sur des équipes techniques, et les équipes commerciales vont potentiellement détecter des projets chez les clients, et donc moi je dois m'assurer que mes équipes soient complètement compétentes sur l'ensemble des sujets qui peuvent être adressés. Mais c'est très très large comme sujet. Ça peut aller encore une fois de problématiques d'environnement de, je sais pas moi, SAP avec du SAP HANA, jusqu'à simplement des tiroirs de disques qu'il faut rajouter dans une base de stockage. Et donc forcément, c'est pas des compétences qui sont, c'est un peu le grand écart en termes de compétences. Et donc moi, l'idée, c'est de m'assurer que tout le monde ait un même niveau de base, et ensuite que chacun ait des petites spécialités qui peuvent décliner pour aider le reste de l'équipe. Et du coup, il y a un appel d'offres qui arrive, grosso modo, il y a plusieurs personnes de ton équipe qui peuvent bosser sur un même appel d'offres, et ils sont sur plusieurs appels d'offres en parallèle, et tu as une sorte de responsabilité de faire en sorte que tes équipes soient... qu'il y ait une bonne coordination. Une bonne coordination, mais qu'elles soient staffées aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, donc la manière dont on est organisé, c'est on a on va dire des avant-ventes généralistes ou des équipes techniques généralistes qui sont alignées avec des périmètres de clients potentiels, donc ils sont alignés avec des comptes. Donc si un appel d'offres arrive, évidemment c'est ce responsable technique qui va être en charge de la réponse et qui va être en mesure de solliciter différents spécialistes pour répondre à des morceaux de la réponse. Donc il y a une partie qu'on va savoir faire nous-mêmes, mais je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, mais en fait on a un modèle de vente indirect. Donc très souvent c'est pas nous qui allons répondre directement aux appels d'offres, mais on va répondre via des partenaires. Et donc dans ces cas-là, nous, ça va être d'aider les partenaires, donc avec les bons spécialistes, pour qu'ils aient les bonnes informations à fournir dans leur réponse. On parle par exemple, pour donner un exemple très concret, très souvent, alors si on parle vraiment de solutions on-premises, donc de baies de stockage par exemple, y a un axe maintenant qui est devenu majeur dans la plupart des appels d'offres, c'est tout l'aspect environnemental. Combien votre baie va consommer, quels efforts vous faites en tant que société pour réduire votre empreinte carbone, quelles sont les méthodes pour réduire justement l'empreinte carbone que vous proposez. Et donc tous ces éléments-là, c'est des choses que les partenaires qui vont répondre dans les appels d'offres pour nous n'ont pas forcément. Et donc nous, on a un travail évidemment de divulgation de ces informations. Donc il y a certains appels d'offres qu'on va porter directement en tant que constructeur. Certains clients vont directement solliciter l'éditeur constructeur, et d'autres qui vont passer par des partenaires, mais sur lesquels on va être également actif. D'accord, ok. Pour faire une petite vue d'ensemble. Et d'autres casquettes, du coup, Voilà, ça fait déjà pas mal. Hein. Ouais. Support. Il y a certains dossiers que tu traites en direct? Donc non, je suis pas censé traiter de dossier en direct. Ça arrive quand même de temps en temps. Évidemment. Donc il y a quand même il y a des sujets sur lesquels potentiellement on a vraiment des grosses implications. Par exemple, je pense à des systèmes intégrateurs, tu vois, les Cap, Gemini, Accenture, des choses comme ça, les grands acteurs sur lesquels on n'a pas forcément aligné de ressources, et sur lesquels moi, je vais avoir des actions très spécifiques. Ouais. Donc avec des dossiers très concrets sur lesquels évidemment on va essayer d'avancer. Ouais. Ok. Et il y a le rôle de un peu représentativité. C'est d'actualité en plus, parce que je crois que c'était vos événements ces jours-ci un peu annuels. C'est Insight, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, Insight, c'est la grand-messe annuelle de NetApp. Ouais. Donc là, cette année, c'était le 3 novembre, mais c'était en distanciel, donc avec des vidéos à suivre. Donc on a eu un autre petit succès quand même. On a eu beaucoup de gens qui ont suivi la plénière. Donc d'ailleurs, je recommande, si vous voulez, netapp.tv. Vous avez tous les enregistrements, depuis les niveaux entrée de gamme, survoler les technos jusqu'au niveau 3.0.1, là, comme on dit, où là, ça rentre dans les détails techniques. Et donc aujourd'hui, on est quel jour?
le 24 novembre, on a fait ce qu'on appelle notre Insight Meetup parce qu'on a pu débloquer En fait, on a eu pas mal de retours de clients qui étaient déçus que ce soit à distance. Et donc, on a fait un petit peu en comité restreint un événement justement où on a pu inviter nos clients pour revoir l'ensemble des annonces d'Insight et sur lesquels on a pu partager un peu sur tous les sujets de manière un peu conviviale avec des dégustations, des choses comme ça. Voilà, c'était sympa. Du coup, c'est nouveauté produit, nouveauté de l'offre. Du coup, c'est quoi les nouveautés qu'il y a eu? Voilà, c'est en mode une liste Prévert là. Bon, alors déjà, il faut connaître un peu NetApp pour appréhender les nouveautés. Mais par exemple, tu sais, je te parlais de tout ce qui était gestion on-prem versus gestion dans le cloud, et donc l'idée d'unifier les deux mondes et de fournir finalement une expérience opérationnelle qui est unique entre les deux. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt que d'avoir à développer des nouvelles procédures dans le cloud alors que tu les as déjà définies on-prem, tu vas pouvoir réutiliser les mêmes procédures, les mêmes process. Et donc pour ça, on a finalement développé nous des interfaces uniques qui te permettent depuis une même interface finalement de définir l'ensemble de tes processus, que les ressources soient dans un cloud, que ce soit GCP, Azure, AWS, OVH ou ce que tu veux, ou qu'elles soient on-prem. Donc pas mal d'informations. Donc ça s'appelle BlueXP, mais c'est en gros une console unifiée qui permet d'assembler le meilleur des deux mondes et d'unifier l'ensemble des services qu'on va pouvoir apporter entre les deux mondes. Une autre approche, c'est donc les systèmes de stockage, en général, ils ont un système d'exploitation. Alors, ça ne s'appelle pas Windows, ça ne s'appelle pas Linux. Chez nous, ça s'appelle ONTAP. Et ONTAP, donc, c'est assez connu. Et notamment, il y a des déclinaisons chez les cloud providers, AWS, GCP, Azure. Et bien sûr, c'est disponible on-prem. Et donc, il y a pas mal de nouveautés là-dessus sur l'extension, de la scalabilité, sur des mécanismes en termes de... Alors, ce qu'on appelle l'immuabilité des données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de la baie de stockage, quand tu vas écrire dans un espace particulier, cet espace il va être immuable. C'est-à-dire que même l'administrateur ne pourra pas détruire la donnée. C'est très important pour des données bancaires, pour des contrats, pour simplement de la conformité, ou aussi quand on se fait attaquer par des ransomware. C'est-à-dire qu'on va avoir de toute façon, par exemple les backups, les mettre sur du stockage immuable, ça peut être pas mal parce que ça veut dire que la première cible des cyberattaquants, qui est de détruire les backups avant de tout casser, et ben elle n'est plus atteignable. C'est-à-dire qu'un cyberattaquant... Quand on dit c'est immuable, c'est vraiment immuable? Ah oui, c'est vraiment immuable. Pourquoi? Donc, c'est un monde inconnu pour moi. Oui, alors on peut même le décliner de différentes manières. Immuable presque et immuable complètement. Tu vois, donc ça s'appelle Enterprise et Compliance, c'est deux modes. Bon, Compliance, c'est immuable. C'est-à-dire que si tu dis sur ce système de fichiers, je vais mettre 30 ans d'immuabilité, c'est-à-dire que mes données sont conservées 30 ans et que je mets, je sais pas moi, 20 Tera, si je me suis trompé, c'est fini. C'est-à-dire que je vais mettre des données, de toute façon, je ne pourrai plus les enlever jusqu'au bout des 30 ans. Okay, donc ça, c'est la partie compliance. C'est même nous, en tant que... Il n'y a pas de hacker qui peut... Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas hackable? Parce que c'est écrit en dur sur les disques, c'est au niveau de la baie de stockage et c'est inatteignable. C'est inatteignable, ça a été fait pour ne plus être modifiable une fois que c'est écrit. Donc on a deux modes, et le mode Enterprise permet, lui, au support, à un admin particulier du client, c'est-à-dire qu'on va définir un rôle spécifique qui, lui, va avoir le droit d'aller modifier du stockage immuable. Voilà. D'accord. Mais en général, c'est pas le même admin que l'admin de la baie d'ailleurs. Et on va mettre des sécurités pour qu'il y en ait potentiellement deux, pour que s'il y en a un qui décide de détruire du stockage immuable, il faut qu'il trouve un complice. Voilà. Donc il y a plein de mécanismes comme ça de sécurité qui sont super faciles à mettre en œuvre et qui permettent de déjouer les attaques ransomware, mais très facilement finalement. On parle beaucoup d'attaques, mais en fait, faire de la rémédiation, si on a suivi des best practices comme celle-là qui sont très simples, on a des solutions toutes faites. Donc là, et puis il y a pas mal de nouveautés aussi autour sur le même sujet, sur l'analyse en intelligence artificielle du comportement de la baie. C'est-à-dire qu'on va faire apprendre à un modèle l'ensemble des entrées-sorties qui arrivent sur la baie. Ouais. On va définir des patterns de comment la baie est utilisée, en prenant en compte les backups, les accès des utilisateurs, etc. Et puis s'il y a une déviance par rapport à ce comportement,
on va être en mesure de le détecter. Donc après la phase d'apprentissage, s'il y a une déviance, si par exemple il y a un hacker qui se met à copier toutes les données pour voler toutes les données, ça va se voir. On va voir, c'est incroyable, il y a quelqu'un qui s'amuse à lire l'ensemble des données. Il y a peut-être un truc qui ne va pas bien. Et donc là, on est en mesure soit de bloquer l'utilisateur, soit de lancer une alerte, soit de faire une copie de sécurité. Voilà, donc il y a plein de mécanismes qui existent et qui sont très très simples à mettre en œuvre, qui permettent de protéger vraiment des attaques ransomware. Donc ça fait partie des différentes annonces de Insight. Après, il y en a encore pas mal sur la partie FinOps. Mais oui, donc, la partie FinOps, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2 ans, NetApp. Parce que c'est quand même un sujet qui revient de plus en. Enfin bon, c'est un sujet avec l'adoption du cloud et des cloud providers qui est en explosion, quoi. Ah bah oui. Le nombre de clients qui me disent ouais, mais le cloud ça coûte cher. Nous on va pas dans le cloud, ça coûte cher. Mais non, en fait, il y a des solutions pour réduire les coûts drastiquement. Alors que c'est l'objectif, c'est plutôt l'inverse quand même. Oui. Quand tu passes dans le cloud, c'est justement pour diviser ton coût, quoi. Oui, tout à fait. Donc il y a bon, il y a pas mal d'outils qui existent sur le marché. Alors si je veux rentrer, donc en gros, nous on a développé des solutions qui permettent de réduire les coûts chez AWS, GCP, Azure, et ça s'appuie sur de l'optimisation des types d'instances que tu vas prendre chez les 3 providers. Alors je vais te prendre un exemple, mais je ne sais pas si ça va te parler beaucoup. En gros, si tu vas chez AWS, tu as 3 types d'instances que tu peux prendre. Les serverless et les EC2. Non, alors les EC2 qui ont à la demande, tu dis tiens, j'ai besoin d'une instance EC2, voilà. Ouais. Après, ce que tu peux faire, c'est utiliser ce qu'on appelle des reserved instances. Ça te parle, non, les reserved instances, en gros, tu dis plutôt que de prendre 10, 15 instances EC2, en fait, c'est quasiment les mêmes. Je vais peut-être essayer de négocier un contrat. Et je m'engage, monsieur AWS, à prendre 50 instances de tel type sur l'année. Et donc, ils vont AWS va faire un prix, ça s'appelle des reserved instances. Et ces reserved instances, donc instances réservées, avec mon accent anglais, ce sera mieux. L'instance réservée, donc elles ont un coût un peu moindre. Okay, mais ça veut dire que tu t'engages sur potentiellement 1 an, et si tu les consommes pas, c'est perdu. Et puis, tu as un 3e type d'instances, qui sont ce qu'ils appellent ça les instances spot. Ça te dit quelque chose? Non plus, ouais. Voilà. Alors, les instances spot, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Ça coûte 1/10 du prix d'une instance à la demande. Donc, 1/10, réduction de 90%. Hein. Ouais. Et surtout, et pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'hyperscaler, donc en l'occurrence AWS, peut les réclamer. Alors, je crois que c'est 2 minutes avant. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire pas de bol, vous aviez des workloads dessus, c'est pas cher, c'est pour une bonne raison, c'est que nous on peut les réclamer pour les donner à quelqu'un d'autre. Okay, donc effectivement, personne ne met de la prod là-dessus. Okay, parce que c'est bien pour du test dev, etc. Mais ça coûte pas cher, donc il y en a quand même qui l'utilisent, mais c'est pas forcément recommandé parce que ton travail il peut partir en 2 minutes. Et donc tout le travail de NetApp. Pourquoi ton travail peut partir Parce que c'est une instance qui coûte pas cher. Donc ouais. tu te demandes une instance spot, tu crées ton environnement, etc. Et puis au bout, je sais pas moi, d'une journée, t'as AWS qui va dire dans 2 minutes je vous éteins votre instance parce que c'est dans le contrat. C'est si AWS a besoin a besoin de scalabilité. C'est ton instance qui saute et qui n'est pas prioritaire. Exactement. Ils optimisent finalement l'utilisation de leur propre data center en mutualisant les ressources. Et quand il y a un autre client qui paye des instances réservées ou des instances à la demande, évidemment, il délivre et donc il t'enlève les instances spot. Et donc le travail de NetApp, ça a été justement d'optimiser ça en disant monsieur le client, on vous réduit votre facture de 70%. Et comment on va faire ça? Nous, on a un orchestrateur qui permet d'optimiser l'utilisation des instances spot. C'est-à-dire qu'on s'engage sur un SLA de vos instances spot, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous les réclamer au bout de 2 minutes, on va analyser comment elles sont utilisées. Quand l'hyperscaler les réclame, nous, on va les rebasculer votre workload sur une autre instance, que ce soit une autre instance spot, ou une de vos instances réservées, ou une instance à la demande si vraiment vous avez plus d'instances réservées. Et donc, on va optimiser le coût comme ça, et on réduit du coup drastiquement la facture. Parce qu'en fait, tu as 2 minutes pour agir et aller pour bouger sur un autre, payer une instance plus chère, quoi. Exactement. Et donc nous, on va l'optimiser. Et donc en général, nos clients, ils ont 70-72% de réduction de leur facture
chez Hyperscaler. Et voilà, donc c'est une offre qui marche plutôt pas mal, mais qui est assez récente chez nous. Et donc, bon, voilà, je pense que tu as compris, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ça peut se décliner sur plein de manières différentes. Et notamment, par exemple, tes instances réservées, puisqu'elles ne sont pas utilisées, puisque tu les utilises pour du spot, et ben on va les mettre sur une marketplace pour que toi, tu puisses récupérer de l'argent de tes instances réservées. Donc, ça va te coûter encore moins cher. C'est magique. Hein. Donc, tu as payé des instances, en fait, tu vas les remettre sur un marché secondaire. Sur lequel tu peux acheter toi-même des instances réservées par d'autres. Ce marché secondaire, il est public. Ah oui, il n'y a rien il y a pas de truc sous la table. Hein. C'est tout à fait. Non, c'est un métier. Hein. Après, tous ces aspects. Côté FinOps, il y a d'autres astuces là du coup. Ah ouais, il y a plein de trucs. Donc après, et donc, tu vois, par exemple, donc je t'ai dit, on a un modèle de vente indirecte, ça veut dire qu'on travaille beaucoup avec des partenaires. Et ces partenaires, on a beaucoup de partenaires, je dis un peu historiques, qui étaient plus sur un modèle d'accompagnement sur des projets plus on-prem. Et donc, on essaie de leur donner des outils pour qu'eux puissent développer également leurs services dans le cloud vis-à-vis de leurs clients. Et par exemple, un service tout bête, c'est de dire, monsieur le client, OK, vous avez décidé de faire un move to cloud. Bon, fantastique. Vous avez déployé plein de trucs. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire un audit de l'infrastructure cloud, de vous dire ce qui ne va pas en termes de sécurité. Est-ce qu'il y a des permissions qui ne sont pas bien mises? Est-ce qu'il y a des rôles qui sont mal définis? Est-ce qu'il y a des données il y a des instances, par exemple, qui sont attachées à des stockages et les instances sont éteintes, mais le stockage est toujours là. Plein d'exemples comme ça. Donc, on a un outil qui s'appelle Cloud Checker qui permet justement à ces intégrateurs, à ces partenaires de fournir des audits à leurs clients et de leur proposer, donc évidemment, l'étape d'après, c'est la rémédiation. Et donc, les outils de Cloud Checker permettent de faire la rémédiation. C'est-à-dire, oui, on va vous remettre les permissions comme elles doivent l'être, on va vous détruire ce qui n'est pas utilisé, etc. Et puis, évidemment, cet outil permet aussi de fournir des tableaux de bord en marque blanche. C'est-à-dire que le partenaire va fournir des tableaux de bord à son client avec son logo, etc. en disant, voyez, l'état d'avancement, l'évolution. Et donc, c'est passionnant. Mais, on te sent passionné, quoi. Non, mais c'est aussi pour ça que j'ai rejoint NetApp. Hein. Ça fait... que quand j'ai vu ce que ça faisait, pour moi j'avais encore une image comme beaucoup ont d'une société qui fait du stockage, mais non, on fait du stockage évidemment, mais on fait aussi du cloud, on fait aussi du FinOps, et donc c'est aussi pour ça. Est-ce que vous faisiez du stockage au sens on stocke nous les data, quoi? Exactement, exactement. Data center, quoi. Dans un data center, typiquement tu as des grandes baies de stockage. Tu as plusieurs acteurs là-dedans, et NetApp, c'est un leader sur ces marchés. Et alors, est-ce que des projets de move to cloud, de on-prem à passer sur du cloud, on en a vu, on en voit beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que tu commences à voir des projets, est-ce que vous participez à des projets de move d'un cloud à un autre? Et est-ce que ça crée des problématiques? Alors... Oui, donc la réponse est oui. Vraiment. Hein. Mais donc nous, encore une fois, on a une approche agnostique. Okay, donc l'idée, c'est de dire, en fait, j'ai dit rapidement ONTAP. ONTAP, c'est notre système d'exploitation qui est sur nos baies on-prem, mais qui est également disponible chez les cloud providers. Et c'est exactement le même ONTAP, qu'il soit sur GCP, sur Azure ou sur AWS. Donc un client qui veut déplacer... Après, le protocole d'accès, c'est encore autre chose, hein, que ce soit du S3, que ce soit du CIFS, mais que le stockage, donc, et toutes les procédures qui vont avec, les politiques de quotas, etc. Et tout ça, c'est déplaçable à chaud entre les différents providers. Alors, il peut y avoir des coûts de transfert entre les cloud providers, hein, les fameux egress cost. C'est possible de alors du coup, vous faites le transfert des data, en fait. Des data, oui, des data. Pas le transfert des environnements de dev, d'environnement logiciel. Non, pas la partie compute. On est centré sur la donnée elle-même. Sur la data. Ouais. Il y a des trucs qu'on fait avec VMware, par exemple, plus particulièrement. VMware a pareil décliné plein de choses chez les cloud providers. Ouais. Et donc, on est les seuls aujourd'hui à savoir héberger du data store VMware sur leur offre. Donc, chez AWS, ça s'appelle VMC, VMware Cloud. Chez Azure, ça s'appelle AVS, Azure VMware Service. Et chez Google, c'est un nom barbare, ça s'appelle GCVE, Google Cloud Virtual Environment. Virtual Engine, pardon. Et donc,
Ça s'appuie sur des technos 100% VMware avec une stack VMware. Donc je sais pas si tu connais vSAN, vSphere, NSX. Ouais, c'est pas trop, c'est moins mon monde, quoi, effectivement. Ouais. Bon. Et donc VMware va stocker ces VM sur ce qu'ils appellent des data stores. Ces data stores, par défaut, c'est sur du vSAN. Et aujourd'hui, on est les seuls à être l'alternative pour pouvoir stocker sur du stockage on tap. Et encore une fois, qui est déjà disponible chez les 3 hyperscalers. Donc là, on va pouvoir migrer la partie, je dirais, c'est pas la partie compute, mais c'est en tout cas tous les exécutables et toutes les VM à chaud entre les différents. À chaud, attention, il y aura peut-être. Il faudrait rentrer dans le détail sur si on veut vraiment faire à chaud, mais en tout cas, il y a des possibilités pour migrer d'un site à un autre. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, tu as le poste directeur technique. Dans tes expériences précédentes, c'était également le cas ou avec ce même rôle-là, ou tu as eu des rôles un peu différents dans tes expériences précédentes? Non, j'ai toujours eu ce rôle-là. Je suis vraiment... j'ai jamais voulu changer, en fait. Je suis tellement passionné par mon métier que j'ai jamais voulu changer. On m'a proposé plein de fois de faire du marketing, de faire du commercial, moi, j'adore la technique, j'adore comprendre les choses. Et encore une fois, pas forcément que sur l'IT. J'adore, je sais pas, moi, je suis passionné. J'adore tu sais, avec le Grand Paris, les tunnels là, qui se construisent. Mais c'est fantastique. Les trucs, les tunneliers, t'as regardé comment ça marche? Non. Mais c'est des trucs, ça fait des centaines de mètres de long, ça récupère les gravats, ça les remonte. C'est une usine sous terre qui avance comme ça. Bon, bref, il y a plein de technos comme ça, moi, qui me passionnent. Et donc, je veux pas m'éloigner de la technologie parce que c'est quelque chose que j'aime. Ouais, alors donc du coup, si tu avais eu un autre poste, il aurait été plus... ce que tu veux dire, c'est que dans un poste de direction technique, il te faut cette casquette, pour le coup, un peu commerce, un peu représentation, un peu avant-vente. C'est ta constante, quoi. Oui, j'aime bien parler avec des gens. Tu t'en es rendu compte très tôt, finalement. Ouais. Bon, après, moi, dans ma famille, on est tous comme ça aussi, donc c'est pas nouveau. Hein. Donc oui, donc voilà. Donc moi, je savais que j'allais pas rester développeur parce que encore une fois, je pense que j'étais pas un mauvais développeur, mais que c'était pas le métier qui était fait pour moi. Et puis on a quand même, toi et moi, on a des chances incroyables. Tout ce que tu interviews, hein, on est dans un environnement où on peut choisir notre métier quasiment, où on nous paye pour apprendre des choses. On nous paye pour faire ce qu'on aime. Non, franchement, je pense qu'on a eu une chance incroyable, en tout cas à notre époque, de tomber dans l'informatique, là où il y avait tellement de besoins et où on peut faire autant de choses. Et tiens, je vais remettre une petite pièce dans la machine, parce que du coup, tu m'avais dit j'ai plein d'exemples. Tu me parlais d'Alpine, tu me parlais de Formule électrique. Voilà, est-ce que tu as d'autres use cases un peu sympas que tu voudrais partager, qui pourraient être sympas de partager? Alors, mais le truc, c'est qu'il y a tellement de sujets différents. Peut-être, pour donner un exemple sur la partie ransomware, dans ce cas-là, c'est un client qui est dans l'ouest de la France, qui a une vingtaine de sites et qui s'est fait attaquer. Donc, comme beaucoup de clients, il y a une attaque toutes les 21 secondes. Moi, je te passe toutes les métriques. Qui s'est fait attaquer et donc, évidemment, production à l'arrêt. Donc dans ce cas-là, la priorité, avant même de penser à payer une rançon ou de quoi que ce soit, c'est de remonter la production. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé à regarder comment ils pouvaient remonter la production sur la partie NetApp. Ils ont remonté ce qu'on appelle un snapshot chez nous. En une demi-heure, c'était réglé. Et puis ils ont commencé à s'intéresser aux autres plateformes et ça a pris 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, parce qu'évidemment les hackers avaient attaqué les backups. Et donc, du coup, ils ont été obligés d'aller chercher des historiques très très loin. Et donc, voilà. Et donc, le DSI, après cet épisode, a standardisé l'ensemble de ces 20 sites uniquement sur du NetApp. Voilà. Donc, voilà, je tire un petit peu la couverture vers moi, mais tu me demandais une belle histoire. Ça va un petit peu dans mon sens. Non, mais c'est vraiment des cas d'usage qu'on retrouve souvent. Après, je peux te parler
je sais pas si, par exemple, le MESO, je sais pas si ça dit quelque chose, l'Université de Montpellier, qui a essayé de faire un pôle central de recherche, donc qui regroupe dedans l'INSERM, tas de recherches comme ça, y compris l'université, et donc qui a essayé de standardiser et de mutualiser les ressources, et qui donc a travaillé avec nous pour justement fournir une plateforme complète sur laquelle les chercheurs peuvent développer leur modèle IA, faire du big data, etc. Et donc c'est une belle vitrine en termes d'usage partagé d'une plateforme unique, un peu comme un cloud provider, mais pour de multiples utilisateurs. Ok. Après, un autre petit exemple. Allez, dernier, après j'arrête. Donc c'est un gros réassureur français qui s'était dit mis dans la tête, je vais faire un move to cloud. Okay. Et donc, ok, on travaille avec eux. Et puis ils se disent, non, de toute façon, si on veut vraiment faire un move to cloud complet, le premier truc à pouvoir migrer, c'est l'application qui calcule le risque. Okay. Si celle-là, elle migre, tout le reste peut migrer. Pourtant, en général, on fait un test avec... En général, on fait d'abord les trucs faciles, mais non, eux, ils ont décidé de commencer par le truc difficile. Et donc, bien sûr, j'imagine... Alors, j'étais pas dans les détails de développement, mais j'imagine très bien que c'est une application mainframe, un truc impossible à migrer. Bon, bref, ils ont fait la migration, et surtout, la partie importante, c'était la performance. Et la performance, comme tu le sais, c'est pas que la CPU, la mémoire, c'est aussi évidemment le back-end de stockage. Et donc, ils avaient très peur dans le cloud provider de ne pas trouver ces mêmes niveaux de performance. Et puis évidemment, ils ont choisi d'une étape. Évidemment, ils ont eu la performance. Et évidemment, ils ont réussi leur migration. Et du coup, ils ont pu tout standardiser dans le cloud. Alors, c'est des belles histoires qu'on aime raconter. Pour faire saliver nos clients et nos auditeurs. Voilà. Après, évidemment, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. On pourra reproduire sans aucun problème. Bon, du coup, ça donne quelques bons petits use cases. On va arriver tout doucement à quelques questions finales. Et l'une d'entre elles est est-ce que tu as un proverbe, une expression ou plusieurs que tu aimes bien Ouais, alors j'en ai plusieurs. Donc j'ai dit tout à l'heure Never lose alone. Ça, c'est une de celles que j'utilise. Moi, il y en a une que j'aime bien parce qu'elle me représente pas mal. C'est alors c'est en anglais, désolé, mais c'est knowledge is power. J'aime bien le dire parce que je pense que alors on peut y mettre des dimensions politiques, ce qu'on veut. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'éducation des gens je pense qu'il y a les grandes catastrophes qu'il y a eu dans le monde de manière générale sont souvent liées à des manques d'éducation et donc je me dis que plus on peut donner de connaissances aux gens, plus on tire vers le haut l'humanité. Donc ça c'est vrai de manière générale, mais de manière plus particulière dans mon métier parce que c'est un environnement extrêmement compétitif, concurrentiel, et où finalement mes équipes, ce qui va faire leur différence quand elles vont parler à des clients, à des partenaires, c'est le fait qu'elles connaissent mieux leur métier, très souvent, que les concurrents. Ou le métier de leurs clients. Tu vois, quand je disais, moi je m'intéresse par exemple au tunnelier ou au sismique, c'est pas anodin. C'est-à-dire que si je travaille avec un client qui a une problématique IT, je peux pas imaginer, moi, ne pas comprendre son métier, ou essayer en tout cas, loin de moi l'idée de comprendre tout son métier, mais en tout cas d'essayer de m'imprégner de sa culture, de comprendre quels sont ses problèmes métiers, par IT, et puis du coup comment l'IT peut peut-être l'aider. Et donc cette curiosité intellectuelle que moi j'exige de chacun de chacun des membres de mon équipe, parce que pour moi ça les tire vers le haut encore une fois, et encore une fois c'est pas forcément des sujets IT, pour moi c'est quelque chose de très très important. Donc knowledge is power, c'est ça tu le répètes quoi. Tu le répète et tu l'appliques quoi. Ouais, je me l'applique évidemment. Ouais. Mais j'ai pas trop de difficulté à me l'appliquer. J'aime bien apprendre. Il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Donc c'est surtout tiré là, de mes expériences dans les startups un peu punchy avec beaucoup de croissance. C'est hard work always pays out. Si tu parlais tout à l'heure des échecs, il y en a tout le temps, il y en a toujours plein. Et c'est très frustrant quand tu travailles très dur de voir que finalement ce que tu as fait ça part à la poubelle ou personne ne l'utilise, etc. Et moi ce que j'adore justement c'est de dire il faut persévérer. On arrive toujours à ses fins en fournissant du travail. Alors il y en a beaucoup qui vont dire oui mais le travail fait pas tout. Moi j'avais un prof de maths quand j'étais petit qui me disait Monsieur Charpentier, pas besoin de travailler. De toute façon, ce sont les fainéants qui réussissent le mieux parce qu'ils arrivent à trouver le chemin le plus court pour résoudre un problème.
Et j'ai toujours été d'accord avec ça, mais je me dis que si le mec qui est fort pour trouver le chemin le plus court, et il sait en plus travailler, bah, potentiellement il va trouver plein de chemins différents, et il va avoir plein d'idées. Bon, après ça vaut ce que ça vaut, mais ça fait partie des choses que je répète régulièrement, et surtout quand je vois des gars qui bossent dur, qui malheureusement n'ont pas les résultats escomptés, mais il faut attendre, ça va venir. Le travail paye, quoi. Exactement. Okay. Ouais. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms qu'on te donne? Alors, en général, c'est Monsieur le... Non. Non, j'ai pas trop de surnoms. Après, mes amis... Alors, c'est marrant parce que, en fait, j'ai créé plusieurs groupes d'amis du lycée, d'Espagne, d'Angleterre, etc. Et c'est marrant parce qu'ils sont tous mis à m'appeler Filou, de leur côté. Et un jour, je me souviens, je les ai réunis, et on a fait une fête ensemble et tout, et ils étaient choqués les uns les autres que les autres m'appellent Filou. Ils avaient l'impression d'avoir le monopole de mon prénom appelé Filou. Donc voilà, pour la petite histoire. Non, mais j'ai pas spécialement de surnom. Après, ma femme vous dira que je suis très tête en l'air, donc là-dessus c'est incroyable. Et puis au bureau, très souvent on me dit que je suis l'encyclopédie, donc c'est un peu complètement l'opposé des deux mondes, parce que j'aime bien me souvenir des trucs qui sont passés il y a très longtemps. Mais bon, après non, j'ai pas plus de surnoms que ça, quoi. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Un profil de directeur technique complètement atypique des autres que tu as pu avoir. Vraiment, c'est quand je me suis senti presque tout petit quand j'ai écouté les autres expériences, parce que j'ai eu l'impression que ceux qui sont passés avant devant toi avaient vraiment construit quelque chose, étaient parti de zéro et fait énormément de choses. Et moi, je me sentais vraiment un peu petit parce que, en fait, finalement, j'ai beaucoup représenté les sociétés américaines en France, et même si j'ai construit beaucoup, j'ai pas fait de développement, j'ai pas fait de produit. Et donc voilà, donc je pense que je suis, par rapport à tes interviews, un profil vraiment très atypique. Ouais, complètement. Ouais. Bon, un titre qui serait de la vente à la direction technique ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc qui mêle avant-vente, direction technique. Développeur, c'est bien, avant-vente, c'est mieux. Je sais pas, un truc comme ça. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose? Alors, moi, j'ai plus une question à te poser, parce qu'en fait, quand on écoute tes podcasts, là, c'est marrant, on essaye de s'imaginer un environnement. Et on est loin de s'imaginer en fait un bureau dans lequel il y a des BD partout. Ouais. Et donc j'adore les BD également. Et je voulais savoir, est-ce que tu as des préférences dans les BD qui sont là? Parce que donc pour les auditeurs, il y a des BD partout. Et donc c'est un environnement assez sympa du coup. Des préférences, non. Alors moi, comme tu vas remarquer, je suis j'aime bien tout ce qui est BD série. Il y a pas mal de... Bon, il y a les Sherman, il y a pas les Largo, mais ils sont ailleurs. Il y a les séries sur la banque. Il y a les Torigal, qui sont pas loin. Donc voilà, j'aime bien les séries. Et il y en a une là, qui est juste à ma gauche, qui est quand même bien marrante, qui s'appelle Les Vieux Fourneaux. Que je connais pas. Et que je conseille, quoi. C'est une bande de vieux grincheux qui aime bien manifester et foutre un peu le bazar partout où il passe, et qui est bien rigolote, quoi. C'est de Lupano, je crois. Écoute, je connais pas, donc j'irai regarder Les Vieux Fourneaux. Ok, écoute. Ça c'est très marrant, quoi. Ouais. Voilà. Bon, écoute, super. Merci d'avoir participé. Et puis tu me diras par rapport au BD si c'était bien, quoi. Je te dirai, promis, je reviendrai vers toi. Je regarderai ça tout à l'heure. Salut. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.